Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Esther Ojeda, je fais partie de l'équipe internationale de la clinique Fertilab. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire que nous avons organisé en collaboration avec Sabrina, notre référente de l'association Maya, sur les techniques innovantes et l'importance de la personnalisation des traitements de PMA. Au cours de cette conférence, le docteur Alex Garcia Faura, directeur de recherche et développement et directeur de l'unité d'oncofertilité de Fertilab Barcelona et gynécologue et spécialiste en PMA, vous fera découvrir les techniques et les avantages des explorations du matériel génétique dans le contexte de la reproduction, appliquées de manière personnalisée aux patientes et aussi pendant la sélection des donneurs et des donneuses. Aujourd'hui, nous parlerons de matching génétique, d'Ambroscopus, de DPI et des techniques qui permettent d'optimiser la sélection des embryons des meilleures qualités. Ce sont certains outils que vous connaîtrez de près avec le docteur Garcia Faura. Je vous explique tout d'abord la dynamique de ce webinaire, comment vous pouvez adresser vos questions au docteur. C'est très facile. Dans la section appelée questions, vous devez écrire tous vos doutes. Très important. Seulement dans la section questions. Vous verrez qu'il y a une autre section appelée chat qui ne sera utilisée que pour interagir entre vous. Ce n'est pas dans cette section où vous devrez poser vos questions. Ça, c'est pour parler entre vous. Les questions que vous poserez au médecin seront totalement confidentielles. Aucun participant ne pourra les voir. Ça sera moi-même qui les lira en haute voix sans dire le nom et les prénoms de personne. Et avant de commencer, nous souhaitons aussi vous rappeler les avantages de la collaboration entre l'association Maya et Fertilab Barcelona. Maya vous permet d'avoir une réduction tarifaire d'un 10% sur nos traitements de PMA et d'un 15% dans certaines périodes de l'année. Maya vous permet aussi d'avoir une médiation entre vous et Fertilab, réponse le jour même, voire le lendemain. Maya vous permet d'accéder à un forum privé via sur son site web, échange, soutien entre adhérents Maya. Et n'hésitez pas à contacter Sabrina si vous le souhaitez sur leur site web, donc maya-asso.org. Et voilà, donc je cède la parole au docteur Garcia Faura qui va vous faire tout de suite la présentation. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à tout. Comme Esther vous a expliqué, je suis à ce moment aussi gynécologue spécialiste en PMA à Fertilab et en même temps, je fais toute la partie de recherche pour essayer d'améliorer nos taux de réussite et bien sûr faire en même temps le parcours plus facile pour tous nos patientes. Et aujourd'hui, on va vous présenter, vous expliquer qu'est-ce qu'on fait spécifiquement, qu'est-ce qu'on fait différent chez nous pour vous aider, vous accompagner dans ce parcours de désir d'enfant. Bon, on passe rapidement, on l'a déjà dit, au niveau recherche, on essaye d'approcher toutes les techniques innovantes au traitement qu'on fait sur nos patients. Fertilab est né il y a 25 ans à Barcelone, une équipe de médecins et biologistes reconnus internationalement et de plus en plus dans ce modèle de traitement personnalisé, individualisé et loin du modèle de fonds d'investissement ou usine que, heureusement, chez nous, on essaye d'éviter 100%. Déjà, pour la fondatrice de Fertilab, Dr Martin Tick, c'est vraiment cette personnalisation et cet accompagnement de la prise en charge qui nous aide pas seulement à augmenter le taux de réussite, mais vraiment aussi pendant le parcours de vous aider à vous faire sentir rassuré et bien accompagné. Une vraie personnalisation, bien sûr, n'est pas du tout facile. Il faut du temps et une équipe vient préparer et de l'empathie, bien sûr, près de nos patients tout le temps. Et comme différence, ce qui est différent chez nous, c'est que pour chaque patient, il y a un seul gynéco, une assistante médicale ou coordinatrice, un embryologiste et un andrologue. Et c'est vraiment avec cette équipe vous aurez la possibilité de recontacter. Nous, on travaille spécialement sur téléphone, visio et bien sûr pour le mail, pour les documents attachés. Mais vraiment, nos patientes sont ravies de savoir qu'ils ont la possibilité de contacter un médecin traitant qui est le responsable de son traitement et en contact avec l'équipe traitant chez eux.
Et comment est-ce qu'on peut transférer cette philosophie d'innovation et personnalisation au protocole de traitement? Bien sûr, on peut dire qu'il y a peut-être 4 thématiques intéressantes d'avance pour les patientes qui doivent faire un traitement avec ces ovules. Comment choisir le protocole de stimulation idéal? Pour des patientes qui sont déjà prêtes pour un transfert et qui ont déjà des embryons, comment faire la préparation endométriale idéale? Pour le choix de l'embryon, mais bien sûr aussi des techniques pour améliorer cet embryon de maximum qualité, cet embryon que lui-même a des possibilités d'accroche et de naissance, et puis bien sûr toute la partie de génétique de la reproduction. Dans les protocoles de stimulation ovarienne, c'est évident, le protocole est différent pour chaque patiente, selon l'âge, la réserve ovarienne, le profil hormonal, l'index de masse corporelle, et bien sûr les précédents, traitements précédents, endométriose, etc. Il y a bien sûr des différents schémas de stimulation. Il y a comme option le cycle naturel, le clomifène pour des patientes qui font des inséminations, ou parfois des gonadotropines à des doses très basses. Puis bien sûr pour la FIV et les vitrifications d'ovules ou le modèle Europa, il y a différents protocoles, protocole court, protocole long, et bien sûr on adapte le traitement à chacune de nos patients selon leurs caractéristiques et les traitements précédents qu'elles ont déjà faits. Bien sûr, il y a toujours des traitements compliqués, des situations spécifiques comme les SOPK, les ovaires polykystiques, les patientes qui ont une faible réserve ovarienne. Et bien sûr, il y a des traitements supplémentaires que nous-mêmes ou soit des équipes qui nous accompagnent pour des patients francophones en Europe, il y a l'option de mode de vie et de nutrition, activité physique pour essayer d'améliorer cette réponse et le résultat du traitement. Au niveau de la préparation de l'endomètre, pour des patients qui ont déjà des embryons créés, congelés, bien sûr, aussi, il y a des différents schémas. Il n'y a pas un protocole idéal, c'est un protocole idéal pour chacune de nos patients. Et bien sûr, on doit toujours aussi personnaliser, individualiser le traitement pour chacune de nos patientes. C'est différent pour des patientes qui sont déjà en ménopause ou pour des patientes qui sont régulières, irrégulières, selon le profil hormonal, l'index de masse corporelle, l'hygiène de vie. Puis, bien sûr, aussi des différences pour des patientes qui ont des problèmes au niveau de l'utérus, adénomyose, fibrome, et puis d'autres conditions, d'autres problèmes qu'on devra toujours faire attention, comme la thyroïde ou les problèmes d'auto-immunité ou de thrombophilie. Il y a différents modèles de préparation hormonale. Le standard pendant 20 ans a été le modèle de substitution hormonale, où on va ajouter un traitement d'œstrogène et de progestérone spécialement pour ces patientes qui n'ont pas la possibilité de produire naturellement, les patientes qui sont en ménopause. Et bien sûr, c'est aussi le standard pour des patientes qui veulent faire un cycle de don d'ovules avec un embryon transféré en frais. De plus en plus, le cycle naturel, la préparation endométriale en cycle naturel prend avantage. Bien sûr, on ne peut pas le faire pour des patientes en ménopause, mais des études qu'on a fait ici à Fertilab et autour du monde, on sait bien que maintenant le cycle naturel, c'est ce qu'on doit favoriser si possible, vu qu'on sait bien que ce modèle de transfert va réduire le taux de fausse couche, va réduire les risques maternels et fœtaux pendant la grossesse, spécialement le risque de hypertension, de prééclampsie et de prématurité. Après ce deux modèles assez standards, bien sûr, puis il y a d'autres options à évaluer pour des patientes qui ont déjà eu des échecs, des fausses couches à répétition dans ces protocoles standards. Le transfert à J5, on peut dire c'est le standard en Europe. On peut dire qu'on a presque abandonné le transfert à J3. On fait le transfert de un seul blastocyste, c'est la qualité de cet embryon qui nous amène à la naissance, et on évite 100% le risque de jumeaux ou triplés. Puis, pour certaines patientes, il y a des tests au niveau de l'endomètre, comme des tests endométriales ou de fenêtres d'implantation, ou la détermination de la progestérone avant le transfert, qui nous aide aussi à faire le détail sur chacune de nos patientes et optimiser leurs chances d'avoir un test positif ou une naissance. Et puis, bien sûr, il y a des patientes compliquées, multitraitées, multi-échouées, où finalement on a des problèmes compliqués comme l'endomètre fin,
les échecs à répétition ou des problèmes, bien sûr, dans la cavité qu'il faudra évaluer comme des problèmes inflammatoires ou infections. Au niveau de l'embryon, vraiment, on peut dire que même si on a un protocole de préparation parfait, nickel, si l'embryon n'est pas de bonne qualité, mais ça sera compliqué d'avoir une accroche, une naissance. On peut dire vraiment qu'avec un embryon de maximum qualité, l'embryon même a une possibilité d'accroche d'autour du 60-65% et une possibilité de naissance d'autour du 50% si le protocole de préparation a été aussi idéal. Alors vraiment, choisir le meilleur embryon est obligé pour arriver à ce taux de réussite et si possible sur la première tentative. Pour créer ces embryons de maximum qualité, parfois on a besoin des techniques de sélection de spermatozoïdes, bien sûr pas pour tous nos patients, que pour ce patient où on peut améliorer ou optimiser les conditions, comme les techniques ICSI, fertile, EMSOM, et bien sûr pour des patients où le problème est très très important, mais parfois la biopsie ou la ponction testiculaire pour en trouver si finalement il n'y a pas de spermatozoïdes au niveau de l'éjaculaire. Et ça, bien sûr, l'équipe de biologistes d'andrologie et le chef d'andrologie de l'équipe vont bien vous conseiller. Vous aurez toujours la possibilité de prendre rendez-vous avec l'andrologue pour discuter de cette condition s'il y a un problème masculin sévère. Puis, bien sûr, au niveau des techniques de sélection des ovules, parfois, on voit bien qu'on a plein d'ovules, mais il y en a plein qui sont immatures et à la possibilité de maturer in vitro. Et puis, bien sûr, au niveau de recherche, des études pour essayer de choisir les ovules de meilleure qualité qui puissent bien nous amener aussi à des embryons de meilleure qualité. Au niveau de l'incubation et de la culture embryonnaire, je répète, le standard aujourd'hui, c'est la culture au stade de blastocyste, à J5. C'est vraiment l'embryon qui aura la possibilité d'accroche. Et bien sûr, chez nous, tous les incubateurs sont de nouvelle génération. Et on a la possibilité de faire le suivi de chacune des étapes du développement de chaque embryon et de vraiment finalement choisir, si on en a plusieurs, celui qui a la possibilité de naissance plus élevée. Au niveau de dedans l'embryon, même si en embryoscope, on peut voir la partie morphologique, on ne voit pas ce qu'il y a dedans, on ne voit pas s'il y a des problèmes chromosomiques dedans. Alors vraiment, la possibilité de diagnostic préimplantatoire, la possibilité de tester que cet embryon est normal, qu'il n'y a pas de trisomie, pas de monosomie, spécialement pour des patientes âgées à partir de 38 ans, c'est ce qu'on préconise pour vraiment choisir un embryon qui a la possibilité lui-même d'accroche, de naissance et éviter des transferts inutiles, des transferts des embryons qui n'ont aucune possibilité d'accroche ou des embryons qui vont nous amener à des fausses couches à répétition, parce que malheureusement, à partir de 38-40 ans, la vaste majorité de ces embryons seront anormaux. Alors vraiment, la technique de biopsie embryonnaire à J5 et tester les aneuploïdies ou parfois des maladies génétiques nous aide énormément, pas seulement à avoir un embryon normal, mais un bébé qui se développe normalement pendant la grossesse et après l'accouchement. Au niveau de la génétique, et même si on ne le fait pas pour la population générale, c'est évident que de plus en plus, on a la possibilité de tester les maladies les plus importantes de chacun des origines. Bien sûr, soit pour nos patients, soit pour nos donneurs, on a la possibilité de tester systématiquement les maladies récessives les plus importantes que vous connaissez probablement, la fibrose kystique ou mucoviscidose, la surdité néonatale, les maladies des hémoglobines. Et bien sûr, pour chacun de nos patients, on a la possibilité de tester. Pour nos donneurs, c'est obligé. Puis, au niveau du karyotype sanguin, pour des patients déjà qui ont fait plusieurs traitements à échec, mais le karyotype est obligé. Ça nous aide bien sûr à trouver des patients où il y aura aussi des problèmes de karyotype sur les embryons. Et pour les tests de porteurs, c'est ce qu'on disait, tous nos donneurs sont testés systématiquement selon les guidelines espagnoles européennes, mais quand même, on a la possibilité de matching génétique de jusqu'à 300 maladies, soit pour les patients, soit pour les donneurs, soit entre donneurs et patients.
Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut vous offrir si finalement il y a l'intérêt de faire le test sur tout ce groupe de maladies. Finalement, comme conclusion, on peut dire que la personnalisation nous donne la possibilité d'optimiser les résultats, de réduire le temps jusqu'à la naissance et bien sûr de réduire aussi les risques de la reproduction médicalement assistée. Et au niveau de résultats cliniques, au niveau de taux d'accroche, taux de naissance, chez nous, on parle toujours de taux de naissance. La possibilité d'avoir un test positif, ça ne sert à rien. Je dis toujours à mes patientes, vous ne voulez pas faire une collection de tests de grossesse positifs, vous voulez un bébé chez vous. C'est pourquoi chez nous, et vous verrez sur le site internet, on parle que de taux de naissance par chacune des techniques. Au niveau des résultats, chez nous, je répète, ce sont toujours en transfert d'un blastocyste, culture en embryoscope. On évite les grossesses de jumeaux parce qu'on transfère un seul embryon. Et bien sûr, aussi, on peut faire des techniques génétiques chromosomiques dans le traitement pour essayer d'améliorer et de réussir sur déjà la première tentative. Au niveau de taux de réussite au don d'ovule, on parle du taux de naissance cumulé. Le taux de naissance cumulé, ce sont les embryons qu'on puisse transférer sur une première tentative et les embryons qu'on a pu congeler. Chez nous, en moyenne, à n'importe quel âge, ce taux de naissance cumulé est autour du 80%. En sachant qu'il n'y a que 2% de grossesse de jumeaux. Mais déjà, au premier transfert, la première tentative, on est sur un taux de grossesse évolutive du presque 56%. En sachant qu'on est bien sûr dans des chiffres plus élevés que la moyenne des cliniques en Espagne. Pour les FIV avec les ovules de chacune des patientes, il y a 40% de grossesse clinique évolutive déjà de la première tentative. À nouveau, presque tous sont des grossesses d'un seul bébé. Et en moyenne, n'importe quel âge, le taux de naissance cumulé est d'autour du 44%. Mais bien sûr, jusqu'à 35 ans, ce taux est du 65%. Jusqu'à 39 ans, on est encore à 40%, 42%. Et c'est évident que pour des patientes à partir de 40 ans, où le taux d'anormalité embryonnaire est très, très élevé, ce taux de naissance est d'autour du 12%. Au niveau de FIV avec les ovules et DPI, diagnostic préimplantatoire, le taux de naissance par transfert est déjà du 60%. Bien sûr, on a évité le transfert de tous ces embryons normaux. C'est pourquoi déjà à la première tentative, le taux de naissance est si élevé. Mais pour des patientes qui n'arrivent pas à 35 ans, ce taux à la première tentative cumulée par cycle est du 80%. Et jusqu'à 39 ans, on est encore sur des chiffres autour du 66-67%. Et à partir de 40 ans, même si c'est compliqué de trouver des embryons normaux, quand on y arrive, le taux de naissance est du 73%. Pour l'adoption d'embryons, chez nous, ce sont toujours des embryons au stade de blastocyste, J5 ou J6. Et bien sûr, le taux de naissance à la première tentative, au premier transfert, est déjà du 40%. Mais si on arrive et on fait une deuxième ou une troisième transfert, une deuxième ou troisième tentative, ce taux de naissance peut arriver facilement en 90%. Comme dans le programme de garantie de naissance de don d'embryon, où on est sur 3 tentatives dans un taux de naissance du 97%. Alors vraiment, c'est aussi un traitement très, très efficace. Au niveau des inséminations, bien sûr, pour des patientes normalement jusqu'à 35 ou maximum jusqu'à 38 ans, à partir de là, mais parfois on passe déjà à technique FIV, le taux de naissance est, après 3 tentatives, presque du 70%, 68%. On voit bien sûr, que le taux de naissance à la première tentative pour des patients au-dessous de 35 ans est du 25%. Et puis, bien sûr, ça descend au moment où l'âge continue à augmenter, 13% au niveau de 35-39 ans,
et un taux très très bas à partir de 40 ans. Et c'est pourquoi, normalement, à partir de ce moment-là, on conseille de passer à d'autres techniques comme la FIV. Et bon, pour l'instant, je vous remercie de votre attention et bon, de nous rejoindre dans ce webinaire. Et je suis sûr qu'il y aura plein de questions. Je pense que je n'ai pas pris trop de temps et on aura du temps encore pour toutes les questions jusqu'à 20 heures. Mais je pense qu'on a presque 40 minutes, Esther. Alors, super. Tout à fait. Oui, merci beaucoup, docteur, pour votre présentation, qui était très intéressante d'ailleurs. Je suis en train de lire des commentaires des patientes qui sont très contentes en me disant que c'est un webinaire très explicatif et que sont en train d'apprendre beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup à toutes les participantes, à tous les participants. Je vais commencer à lire les questions. Donc, la toute première question, bonsoir. À quel moment est-il préconisé d'utiliser des corticoïdes de type Solupred ou d'autres? Merci. Vraiment, les corticoïdes, pendant plusieurs années, on pensait que ça pouvait vraiment nous aider énormément à augmenter le taux d'accroche, spécialement dans ce groupe de patients où il y avait des problèmes d'auto-immunité ou des problèmes d'inflammation dedans l'utérus. Malheureusement, il y a des études récentes qui nous amènent à penser que les corticoïdes, on ne peut pas les donner systématiquement à n'importe quel patient. Il y a déjà des études qui montrent un taux de naissance plus bas si on ajoute des corticoïdes pour des patients qui on n'en avait pas besoin. Vraiment, on peut dire que les corticoïdes sont obligés pour des patients qui ont déjà des problèmes auto-immunes où le traitement de base, ce sont les corticoïdes. Alors, bien sûr, il ne faut pas les arrêter, on doit toujours continuer ce traitement. Et parfois, on peut ajouter ce traitement de corticoïdes occasionnellement pour certains patients qui ont déjà eu des échecs et fausses couches à répétition. Et on voit qu'il y a des problèmes importants au niveau d'inflammation dans la cavité. Mais je répète de plus en plus, ce traitement qui était assez standard, on essaie de le réduire au minimum au groupe spécifique de patients où on croit que vraiment, ça peut améliorer le taux d'accroche, c'est pas pour tout le monde. Merci, docteur. Je vous lis la deuxième question. Donc, bonsoir. Quand sont créés les embryons, avant ou après les résultats ADN de la femme? Merci pour votre réponse. Pardon, quand sont créés les embryons? Avant ou après les résultats d'ADN de la femme? D'ADN. Bon, d'ADN, je ne sais pas si ils veulent dire si les embryons sont créés avant de faire le karyotype de la femme. Bon, je suppose. Bien sûr, on doit toujours tester s'il y a des problèmes au niveau génétique ou chromosomique sur nos patientes, spécialement si ce sont des patientes qui ont déjà eu des problèmes de fertilité, de fausses couches, etc. Et tester l'ADN, tester le karyotype sanguin de chacune de nos patientes est très, très important pour justement vérifier si on a un risque plus élevé d'avoir des embryons anormaux. Alors, bien sûr, ce test, bon, je dis ADN, je pense c'est justement le karyotype qu'on se réfère. On préconise, on essaie de le faire, bien sûr, avant de récupérer des ovules, avant de faire une ponction ou avant de créer les embryons. Quand même, on aura toujours la possibilité, si on en a besoin, de tester l'ADN sur les embryons, de faire le test diagnostic préimplantatoire. Ça, on le fait en biopsie à J5 quand les embryons, avant de les congeler, on peut déjà tester les embryons et vérifier que l'ADN, que les chromosomes de ces embryons est normal ou pas, et éviter le transfert d'un embryon qui ne va jamais nous amener à une naissance. Merci, docteur. La suivante question est quel est le pourcentage de réussite entre le cycle naturel et le cycle non naturel? Avez-vous un taux? Merci beaucoup. Bien sûr, je répète, on ne peut pas dire comme standard que le cycle naturel est pour tout le monde ou le cycle hormoné est pour tout le monde. Il y a des patients où malheureusement on pourra faire que du cycle hormoné et on doit optimiser toutes les conditions dans ce groupe de patients en ménopause où le cycle naturel n'est pas possible. Mais globalement, et les études qu'on a justement, on a présentées cet été au Congrès européen et qu'on va présenter la semaine prochaine au Congrès national français à Arcachon, c'est qu'en cycle naturel, le taux de naissance était presque du 50% au premier transfert. Sur le cycle hormoné, le taux de naissance était du 38%. Alors vraiment, on va toujours essayer de favoriser le cycle naturel dans le groupe de patients où c'est possible.
vu que ce qu'on réduit énormément, c'est le taux de fausse couche. Et vraiment, au moment où on réduit le taux de fausse couche, on augmente le taux de naissance. Bon, et dans ce cas-ci, il y a une différence de 10 points ou 11 points de différence entre le cycle naturel. C'est pourquoi on essaye de toujours le favoriser. Merci, docteur. On a une nouvelle question. Donc, un don d'ovocytes, comment sélectionnez-vous les meilleurs embryons? Faites-vous des examens sur l'embryon avant transfert pour maximiser les chances quand les spermatozoïdes ne sont pas tous en forme? Avez-vous un mode de sélection pour choisir les meilleurs spermatozoïdes? Bien sûr, avant de passer un don d'ovule, c'est déjà compliqué de passer le deuil de ne pas prendre les ovules de la patiente. Mais bien sûr, s'il y a eu des échecs avec les ovules et le sperme du couple, on ne peut pas dire 100%, le problème est sur la patiente. Alors chez nous, avant de proposer un don d'ovule, on doit toujours vérifier le côté masculin. Et parfois chez vous, on fait qu'un spermogramme, mais parfois, si on fait ce qu'on disait avant, si on vous propose un karyotype, on vous propose de faire un test de fragmentation d'ADN ou un test fiche chromosomique sur les spermatozoïdes, parfois on voit que le problème n'était pas sur les ovules ou pas seulement sur les ovules. Alors, tester le côté masculin et vérifier si même si on prend des ovules d'une jeune donneuse, ça peut nous amener à nouveau à des échecs à répétition. C'est très, très important, avant de s'y lancer rapidement, de prendre du temps, approfondir sur le côté masculin. C'est jamais du temps perdu. Et au moment où on a un diagnostic clair de normalité sur le côté masculin, on peut y aller. Ou s'il y a des problèmes du côté masculin, bien sûr, il y aura des traitements pour améliorer la qualité spermatique, pour réduire la fragmentation d'ADN jusqu'à un taux de normalité, ou finalement pour faire une sélection de spermatozoïdes 1 à 1 de ce groupe de spermatozoïdes qui peut nous amener à des embryons de meilleure qualité ou un taux de naissance plus élevé. Alors effectivement, les spermatozoïdes sont 50% de l'embryon et on doit y faire très très attention avant le début d'un traitement de don et pendant le traitement de don d'ovule, bien sûr. Merci. On a une nouvelle question. Donc, existe-t-il un moyen d'améliorer la qualité ovocytaire lorsqu'on est à un âge maternel mature? Oui. Là, il faut faire la différence entre la qualité de la morphologie, de la structure de l'ovule, et la qualité dedans l'ovule au niveau chromosomique. D'accord. Au niveau de les chromosomes, on sait bien que malheureusement, la qualité ovocytaire et la qualité, le taux de normalité va augmenter dû à l'âge, et c'est lié que à l'âge. Et on sait bien qu'à 35 ans, il y aura déjà 50% d'ovules anormaux, la moitié. Qu'à 38 ans, ce taux d'anormalité sera déjà autour du 75-80%. Alors à 38 ans, il y aura 8 embryons anormaux sur 10. Et on sait bien qu'au moment où on dépasse 40-42 ans, ce taux d'anormalité sera autour du 90-95%. Alors vraiment, il y a une partie des ovules que même pas besoin de tester. On sait bien qu'il y aura des problèmes dedans les ovules qui vont nous amener à des embryons anormaux. C'est pourquoi normalement, on n'accepte pas des traitements avec des ovules propres à partir de 44 ans où le taux d'anormalité est presque du 100%. Mais en même temps, bien sûr, pour des patientes jeunes ou des patientes où on va quand même tester les embryons, il y a plusieurs programmes de recherche où Fertilab participe activement en liaison à différentes universités européennes pour voir si au niveau de la structure, de la morphologie, on a aussi une possibilité de choisir ces ovules qui ont un meilleur pronostic que n'importe quel âge. Alors, pas 2023, mais on commence à avoir déjà des programmes de recherche en liaison à l'intelligence artificielle et d'autres modèles pour essayer de, au moment de la ponction, choisir ces ovules de meilleure qualité. Mais bien sûr, il faut du temps à voir les résultats de cette recherche. On vous tiendra au courant. Merci, docteur. J'ai la question suivante. Donc, bonsoir. Je fais une PMA en solo. J'aimerais savoir à quel moment est nécessaire de faire un test de réceptivité. J'ai 39 ans et 5 échecs. 3 IAD, une FIV, 2 à J5, j'ai 2 J5, 3 AA et 3 BA. Aucune grossesse. Je commence à me poser des questions sur des tests supplémentaires à faire.
Et voilà. Et après, excusez-moi, oui, c'est parce qu'elle a fait 3 questions. J'aimerais seulement savoir si mes embryons de qualité 3AA et 3BA pourraient être aneuploïdes. Ici en France, le DPI n'est pas possible, sauf si maladie génétique. C'est ça. Alors, comme je vous disais, même si on a des embryons de maximum qualité, et AA, ce sont des embryons de maximum qualité, malheureusement, on sait qu'un embryon trisomique, une trisomie 21, est un embryon super, non? Et peut donner une accroche et même une naissance. Alors, bien sûr, les échecs et les fausses couches à répétition à partir de 38 ans, on les explique facilement à travers de ce taux d'anormalité qu'à 39 ans, on l'espère autour du 80%. Alors, même si on a des embryons maximum qualité, avant de faire des examens où l'évidence scientifique est basse, comme les tests de réceptivité ou de fenêtre d'implantation, bien sûr, je vous conseille vivement de tester les embryons et faire un diagnostic préimplantatoire. Parce qu'on peut trouver parfois que sur 3 embryons ou 4 embryons, tous les 3 sont anormaux. Alors, on aurait pu éviter 3 transferts inutiles, 3 transferts des embryons que eux-mêmes n'ont aucune possibilité d'accroche ou de naissance. Bien sûr, je ne dis pas que ce soit que les ovules ou que les embryons. Et bien sûr, pour des patientes après des échecs ou fausses couches à répétition, il y a aussi des examens obligés. Le cariotype, je suis sûr qu'on l'a déjà fait. L'hystéroscopie pour vérifier que la cavité est normale, je suppose que aussi. Et puis, bien sûr, des examens comme les cultures ou la biopsie d'endomètre pour vérifier qu'il n'y a aucune infection là-dedans qui puisse rejeter ces embryons. Et finalement, au niveau sanguin, les maladies auto-immunes ou de la coagulation, comme le syndrome antiphospholipide ou d'autres thrombophilies, qui peut nous amener à des fausses couches à répétition, même avec des embryons normaux. Alors, avant de faire un test comme le test de réceptivité, le test de fenêtre d'implantation, je vous conseille vivement de faire ces examens ou si on a une forte évidence et ça peut bien nous aider. Merci, docteur. On a une question concernant le don d'ovocytes. Chez une femme en ménopause, comment se fait sa préparation? Bon, bien sûr, pour les femmes en ménopause, on ne peut pas récupérer des ovules. Alors, c'est évident qu'on devra toujours aller sur un don d'ovules ou un don d'embryon. Ce sont les 2 options qu'on a pour avoir ces embryons de très bonne qualité. Et bien sûr, en ménopause, on n'a pas la possibilité de stimuler les ovaires ou d'avoir un cycle naturel. Bien sûr, il faudra toujours faire un traitement hormonal de substitution, ce qu'on a fait pendant 20 ans comme standard. Il faut un petit traitement d'œstrogène pendant 10 jours. Il faut vérifier que l'endomètre devient épais et de bonne qualité. Et au moment où on est dans des conditions idéales, il faut ajouter un traitement de progestérone pendant 5 jours avant de planifier le transfert. C'est vrai que ce traitement, c'est un traitement lourd, c'est un traitement prolongé, parce que même à un moment où on a déjà un test positif, on devra continuer la thérapie de substitution pendant 3 mois, jusqu'à la semaine 12. Et on peut dire que c'est un traitement très efficace pour des patientes parfois plus âgées où le traitement hormonal peut amener aussi des risques de thrombose, etc. Il faut faire bien attention à tous les petits détails et conditions physiques et de mode de vie. Et là, vraiment, chez nous, on vous conseille vivement de faire attention à la partie d'activité physique, de nutrition, soit nous-mêmes ou des équipes qui travaillent avec Fertilab. On va toujours vous aider avant de commencer le traitement à être dans des conditions idéales pour réussir aussi sur un traitement de substitution hormonale. Merci, docteur. On a une nouvelle question. Donc, dans le cadre d'un accueil d'embryons, on peut demander également un DPI afin de vérifier la qualité des embryons avant transfert. C'est faisable, mais probablement ce n'est pas l'idée du programme d'adoption d'embryons. Le programme d'adoption d'embryons, même si ce sont toujours des embryons de très bonne qualité, à J5 ou J6, ce sont des embryons qui ont été donnés ou abandonnés par d'autres patients. Ce sont des embryons que normalement ont déjà une fertilité prouvée parce que, heureusement, dans le traitement précédent, mais normalement, il y a eu une naissance, c'est pourquoi ces embryons ont été donnés. Mais rarement, on a des embryons où on a fait un test DPI avant de congeler les embryons. Ce sont normalement des embryons qui viennent d'un double don classique où le taux de anormalité ou les possibilités d'avoir des problèmes chromosomiques
sont très très bas. Alors même si bien sûr, on pourrait décongeler, tester des embryons, le but du programme d'adoption d'embryons, d'accueil d'embryons, c'est d'accueillir des embryons qui existent déjà. C'est la possibilité de donner la vie à ces embryons qu'autrement resteraient congelés à toujours. Alors pour ces patientes qui aiment bien un embryon testé par des pays, je pense que ce n'est pas la philosophie du programme d'adoption d'embryons. C'est plus facile de le faire sur un programme de double don classique où je peux stimuler la donneuse, créer les embryons, plusieurs embryons, et finalement les tester pour choisir celui qui est normal. Mais vraiment, je répète, le DPI pour le don d'embryon, c'est faisable, mais ce n'est probablement pas dans la philosophie de ce programme-là. Merci, docteur. Est-ce que la congélation de l'embryon le fragilise? Oui, évidemment, la technologie a avancé énormément. Quand j'ai commencé il y a 25 ans, on ne pouvait pas congeler des embryons. C'était la catastrophe. Le taux de survie était nul. On peut dire que c'est pourquoi on faisait que de transferts en frais, avec tous les risques parfois d'un transfert en frais. Et c'est pourquoi on faisait des transferts à J2, J3, non, vu qu'on n'avait même pas la possibilité de congeler. Depuis 2010, heureusement, la technique de congélation a changé et on a passé à la technique de vitrification. C'est une congélation rapide, ultra rapide. On passe de 37 à moins 200 degrés en seconde. Et ça nous aide énormément à éviter le processus de cristallisation qui peut casser les membranes de l'embryon. Et c'est le problème qu'on avait il y a 25 ans. Alors, bien sûr, maintenant qu'on fait le transfert et la congélation des embryons à G5 au stade de blastocyste, ce sont déjà des embryons qu'on sait qu'ont la possibilité de continuer à se développer. Et en même temps, ce sont des embryons où on peut vider la partie de liquide dedans avant de ce processus de vitrification. Et on peut dire, comme standard 2023 ou chez nous, le taux de survie de ces blastocystes de bonne qualité est d'autour du 97%. Alors, le taux de naissance frais congelé est pareil. Et c'est pourquoi, finalement, pour certains groupes de patients, on préfère de tout congeler, vu que vraiment le risque de perte d'un embryon dû à la congélation, maintenant, 2023, est presque nul. Et parfois, si on congèle, on peut favoriser un protocole idéal de transfert pour améliorer le taux d'accroche et le taux de naissance. Alors oui, il y a un mini impact au moment de la congélation de maintenant, mais vraiment presque nul. Merci, docteur. Bonjour. Est-ce qu'on peut utiliser une minoxidil quand on se prépare à la vitrification ou la FIV? Oui, vraiment, des médicaments ou des suppléments alimentaires parfois sont préconisés. Moi, je ne peux pas dire 100% que ça va nous aider ou que ça va finalement nous amener à réussir. Mais bien sûr, dans ce modèle de préparation avant du traitement, pour améliorer tous les petits détails, parfois il y a des traitements spécialement avant la stimulation ovarienne, comme l'inositol, comme les Q10, comme les antioxydants, qui peuvent bien nous aider, pas seulement à améliorer la qualité de l'ovule, mais à améliorer aussi, au niveau globalement, la patiente avant de transférer un embryon. Alors, je répète, il y a certains suppléments qu'on peut préconiser, vérifier que ça ne va pas faire du mal. Et bien sûr, parfois, on va les favoriser justement pour essayer d'accompagner la partie médicale avec d'autres suppléments. Merci, docteur. On a une nouvelle question. Est-ce qu'un taux de AMH très bas joue-t-il un rôle dans les FIV avec don d'ovocytes? Bon, vraiment, la MH très basse, parfois, c'est un des problèmes pourquoi on doit passer sur un don d'ovule. Non, il n'y a plus de réserve ovarienne, il n'y a pas la possibilité de récupérer les ovules de la patiente. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où la patiente a déjà décidé de passer le deuil et passer à un don d'ovule, vraiment, la hormone antimullérienne n'a aucun impact sur le taux de réussite en transfert des embryons qui viennent d'un don d'ovule. Vraiment, la MH n'est en liaison qu'à la possibilité de stimuler et récupérer des ovules. Mais vraiment, la MH, même pour des patientes jeunes qui ont une AMH très faible, n'a aucun impact sur la possibilité de concevoir naturellement, de tomber enceinte par insémination.
Et vraiment, il n'y a que l'impact sur la quantité d'ovules qu'on puisse récupérer sur une stimulation. Alors, l'AMH n'a aucune liaison à la possibilité de concevoir naturellement par insémination ou la possibilité d'avoir un test positif aux naissances à travers de la technique de don d'ovules ou des embryons déjà créés de bonne qualité. Le taux de naissance est pareil pour une patiente avec une AMH 0 ou en ménopause aussi que pour une patiente qui a une AMH à 4. Alors vraiment, aucun impact de l'AMH sur le taux d'accroche si on passe à un programme de don d'ovules. Merci, docteur. On a une nouvelle question. Dans le cas des tentatives de PMA sur 3 cycles, combien de temps conseillez-vous d'attendre entre chaque traitement? Oui, quand malheureusement on a un échec ou une fausse couche, d'avance, nous vraiment, on vous écoute. Non, je pense qu'on ne peut pas dire on enchaîne, on enchaîne. Ça, c'est le modèle que vraiment on ne va jamais aller sur le modèle usine, de dire on recommence, on recommence. Non, pas du tout. Il y a l'impact émotionnel. C'est pourquoi chez nous, on va toujours vous proposer un rendez-vous avec le médecin traitant. C'est un rendez-vous normalement compliqué, non? Vu que s'il y a un échec, il y a l'impact du test négatif. S'il y a une fausse couche, parfois c'est encore pire. Vu qu'il y a l'impact d'avoir un test positif et puis que ça redescende. Et bien sûr, je pense qu'avant de se dire on doit y aller, on aime bien vérifier que vous êtes bien récupéré au niveau émotionnel, que vous êtes bien récupéré au niveau physique aussi, parce que c'est différent une fausse couche précoce, biochimique, qu'une fausse couche clinique à la semaine 8 ou 9. Alors, bien sûr, c'est différent pour chaque patiente. Pour des patientes qui ont eu un test négatif, ont l'envie de recommencer, on peut même enchaîner des tentatives si on a encore des embryons congelés. Et vraiment, commencer rapidement ou attendre un mois, vraiment, ça ne va pas changer le taux de réussite. Pour des patientes où il y a une fausse couche ou une fausse couche un peu plus avancée, mais parfois, on doit profiter pour reposer physiquement, bien se récupérer, et aussi parfois faire des examens supplémentaires pour vérifier pourquoi il y a eu cet échec ou cette fausse couche. Alors parfois, on prend du temps pour vraiment vérifier qu'il n'y a pas d'autres problèmes ou faire des examens pour voir si on peut améliorer les conditions et améliorer le taux de réussite. Mais je répète aussi pour des patientes où tout s'est bien passé, il n'y a eu que le test négatif et il n'y a pas d'autres examens à faire, on peut même enchaîner 2 ou 3 tentatives en faisant attention, bien sûr, aux examens qui nous manquent. Merci, docteur. La nouvelle question. Dans le cadre d'un don d'ovocytes sur cycle naturel, faut-il avoir un cycle régulier? Non, pas du tout. On est obligé, bien sûr, 100% de vérifier que la patiente n'est pas en ménopause. Mais bien sûr, dans le cycle naturel, il y a différents protocoles selon si la patiente est régulière, irrégulière ou même en aménorrhée. On a des profils très, très spécifiques comme les ovaires polykystiques, parfois des femmes assez jeunes qui ont des règles tous les 40, 60 jours ou même n'ont plus des règles. Mais bien sûr, dans ce groupe de patientes, on pourra toujours déclencher une ovulation en faisant ce qu'on appelle le cycle naturel mini-stimulé. Alors, bien sûr, pour des patientes qui sont 100% régulières comme un horloge, on profite du cycle naturel, même pas besoin de donner des médicaments, les patientes y vont arriver facilement. Mais pour des patientes SOPK ou plus âgées, ou des cycles très très courts, non, de 20 jours, parfois on doit faire un cycle naturel stimulé, contrôlé. On fait des petites doses comme si on faisait une insémination. On déclenche l'ovulation. Et dans ce groupe de patientes, c'est justement déclencher l'ovulation et ce corps jaune qui va rester après l'ovulation, qui va nous aider à augmenter le taux d'accroche, réduire le taux de fausse couche et finalement réduire les risques obstétricaux pour la patiente et le bébé. Merci, docteur. Une nouvelle question. Bonsoir. En cas de transfert le week-end, est-ce que la clinique reste ouverte? Oui, vraiment, chez vous, je sais bien que malheureusement, les gynécos disparaissent mystérieusement vendredi et réapparaissent lundi. Nous, on a décidé il y a longtemps que, vu qu'il y a un jour idéal pour le transfert, il y a un jour idéal pour la ponction. Et parfois, ça peut faire la différence de 1% ou 3% ou 5% de réussite.
Mais c'est ça ce qu'on veut, non? Optimiser dans tous les petits détails le taux d'accroche, le taux de naissance. Alors, c'est pourquoi, même si je ne peux pas garantir que moi, je serai là 7 sur 7, c'est évident, comme équipe, bien sûr, on est ouvert de lundi à dimanche. Et si on doit faire un transfert le 1er janvier, ou le jour de Noël, ou n'importe quand, et c'est le jour idéal, mais il y aura bien sûr le gynéco en garde qui sera toujours là. Si on peut les éviter, comme tout le monde, on les évite, mais spécialement pour le cycle naturel, où on dépend de la nature, si le transfert doit être dimanche, mais bien sûr, il y aura toujours dans l'équipe qui a que des gynécos seniors qui va se déplacer dimanche, l'équipe biologiste, etc. Les coordinatrices aussi, bien sûr, seront là pour vous aider, vous accompagner et être dans des conditions optimales. Un jour qui est si important que le jour de l'accouchement, c'est le jour de la conception. Et on sera là, on n'y manquera pas. Merci, docteur. La nouvelle question, donc souffrant d'endométriose avec une AMH base à 0,38 ng, y a-t-il possibilité de FIV avec ovocytes de la patiente? Je vous dirais que d'avance, ça dépend de l'âge. Je vous dirais qu'à partir de 38-40 ans, vraiment presque impossible, très très compliqué, parce qu'il y a la liaison de la quantité basse et la qualité basse. Si pour des patientes plus jeunes, entre 30 et 38 ans, bien sûr, on peut toujours essayer des protocoles pour essayer de récupérer et de stimuler tous les follicules qu'ils puissent avoir. Bien sûr, c'est important aussi le comptage folliculaire. Si le comptage folliculaire est nul, où il y a un ovule, un follicule ou deux, vraiment les possibilités d'arriver à ponction sont très basses. Mais si ce comptage folliculaire est plus élevé, de 5, 6, 7, bien sûr, je pense que pour des patients jeunes, je répète, avec une endométriose et une faible AMH, bien sûr, on a encore la possibilité de récupérer 2 ovules, 3 ovules, 4 ovules. Ce sont heureusement des ovules encore de bonne qualité, à différence de ces ovules à partir de 38 ou 40. Et bien sûr, je pense que ça vaut toujours la peine de tenter. Chez nous, il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois, qu'on a commencé un programme très intéressant pour ce groupe de patientes en faible réserve ovarienne, mais qui n'ont pas encore passé le deuil de se dire « je vais faire un don d'ovule ». C'est le programme Combine, où on donne la possibilité d'encore faire une dernière tentative FIV. Ce sont des patients normalement qui en ont fait plusieurs, mais une dernière tentative, avec toute la technologie, tout ce qu'on sait pour essayer de récupérer au maximum. Et si finalement il n'y a pas d'embryon, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de naissance, on passe dans ce programme directement sur la garantie de naissance d'un programme de don d'ovule. Alors, pour ce profil de patients qui sont vraiment multitraités, épuisés et où on a presque perdu l'espoir d'avoir un bébé avec ces ovules, je pense que ce programme qu'on vient de commencer cette année, de combiner un cycle FIV comme dernière option et puis la garantie de naissance avec un don, c'est idéal justement pour ce groupe de patients. Merci, docteur. La question suivante. Bonsoir. Un cas de fausse couche à répétition et en absence, excusez-moi, de troubles du bilan. Y a-t-il une indication du Lovenox? Comme d'habitude, je répète, on doit vérifier que le problème n'est pas embryonnaire. Si on a eu des fausses couches ou des échecs à répétition et on avait pris des ovules de 38, 40, 42 ans, bien sûr, le problème est un problème sur les embryons. Alors, on peut dire qu'il y a eu vraiment des fausses couches ou des problèmes à répétition, soit si on a eu la possibilité de tester les embryons. Malheureusement, en France, je sais bien qu'on ne peut pas. Ou pour des patientes qui ont eu des fausses couches ou des échecs à répétition avant d'arriver à 38 ans. Alors, bien sûr, pour des patientes où tout est normal, où on a déjà testé les embryons et on continue à avoir des fausses couches, là, bien sûr, l'étude de thrombophilie et d'auto-immunité est très, très importante. Vraiment, au moment où on fait les examens de thrombophilie et auto-immunité, on trouve parfois des problèmes qui peuvent bien expliquer ces fausses couches. Alors là, bien sûr, on va ajouter du Lovenox et toujours parfois avec l'avis de l'hématologue. Mais pour des patientes où tout le bilan de thrombophilie et auto-immunité est normal, aussi, s'il n'y a aucun problème qui puisse nous expliquer ces fausses couches, les embryons étaient normaux, le bilan de thrombophilie et auto-immunité était normal, l'hystéroscopie aussi. Parfois, on ajoute aussi le Lovenox à dose basse, à dose de prévention.
et parfois ça nous aide à réduire le taux de fausse couche. Quand même, c'est ce qu'on appelle un traitement empirique. On n'est pas en train de traiter une maladie, mais on sait bien que pour ce groupe de patients où tout est normal, je répète, embryon normal, testé, le Levenox, on l'ajoute comme traitement empirique et parfois aussi l'aspégique. Merci, docteur. Une nouvelle question. Toujours dans le cadre du don d'ovocytes, qui s'occupe de la réceveuse? Quel est le suivi? Qui s'occupe de la réceveuse, de la patiente. Mais bon, bien sûr, dans le cadre de don d'ovules, d'avance, avant de commencer un traitement, il y aura toujours un premier rendez-vous pour vérifier que même si on sait qu'on aura des embryons de bonne qualité, on doit faire attention à la réceveuse. Non, c'est évident qu'avant de s'y lancer, on doit vérifier qu'au niveau de santé générale, cette patiente est dans des conditions idéales au niveau de santé. Normalement, il y a plusieurs examens à lui demander. Le dernier faut-il, la dernière mammographie pour des patients plus âgés, électrocardiogramme. Et bien sûr, moi, que je fais de l'oncofertilité, mais parfois, on doit aussi faire des examens au niveau oncologique pour vérifier que cette patiente qui va recevoir le transfert d'un embryon qui vient d'un don d'ovule est dans des conditions idéales pour réduire tous les risques obstétricaux et augmenter le taux de naissance. À partir du moment où on a déjà des embryons préservés, bien sûr, tout le suivi pour la préparation de l'endomètre, on travaille en équipe avec le médecin traitant chez vous. Bien sûr, tout le traitement peut se faire chez vous, soit un cycle naturel, soit un cycle hormonier. Le protocole s'envoie à travers des coordinatrices et on en discute avec, bien sûr, le médecin traitant chez nous. On vous envoie les ordonnances et les instructions. Et pour la majorité de patients, le protocole va se faire chez la patiente. Elle va commencer le protocole, fera plusieurs contrôles chez son gynéco. Et finalement, il faudra se déplacer normalement que le jour du transfert de l'embryon, qu'un déplacement, qu'on peut même faire aller-retour sur le même jour. Et bien sûr, ce jour-là, qui s'en occupe, normalement, on essaie toujours d'être là, sa coordinatrice et son gynéco. Bien sûr, je répète, malheureusement, on ne peut pas garantir qu'on sera là 7 sur 7 si c'est week-end, mais parfois c'est le gynéco en garde. Mais nous, je vous dis toujours, moi, je vous envoie toujours mes énergies positives, même si je suis là ou pas, vous avez mon accompagnement. Merci beaucoup, docteur. C'est très important, voilà, de vous faire savoir que notre accompagnement est humain et proche et personnalisé. Et donc, vous remercier à tous parce que ces webinaires est en train d'avoir un succès énorme. J'avais jamais vu ça. On a 38 nouvelles questions à répondre, donc malheureusement, on n'aura pas le temps de tout répondre. Mais n'hésitez pas à d'écrire à l'adresse mail france@fertilab.org. Là, mon collègue Julens, il va vous l'écrire dans la section chat pour que vous puissiez renvoyer ces questions à nos collègues du premier contact. Elles vont vous répondre dès que possible. N'hésitez pas aussi de les contacter pour programmer un rendez-vous individuel en ligne et gratuit avec le docteur Garcia Faura. Merci beaucoup à tous. On va lire quelques petites questions de plus, mais à 20h, 20h5 maximum, on va devoir finir ce webinaire. Et donc, je vais continuer de lire quelques petites questions. Et voilà, sinon, dès ce soir, vous envoyez ces questions par mail et mes collègues vont vous répondre volontiers. Donc, la suivante question. Bonjour, je suis africaine, j'ai 48 ans, je voudrais un don d'ovocytes ou d'embryon. J'ai fait 3 filles en Italie sans succès. Ils m'ont conseillé de voir les banques avec donneurs noirs. Merci. Oui, vraiment pour des patientes d'origine africaine, il y a 2 problèmes qu'on doit toujours vérifier et tester, c'est très très important. Le premier, c'est en liaison au problème de l'utérus et des fibromes. Alors, bien sûr, je ne sais pas dans ce cas-ci, mais bien sûr, ce sont des patientes avec des fibromes, soit des fibromes qui ont été déjà opérés, soit des fibromes qu'on doit opérer. Bien sûr, évaluer l'utérus par échographie, par sonographie, par hystéroscopie, c'est très très important pour ce groupe de patients, en sachant que si madame a 48 ans, chez nous, elle a le droit d'essayer de traitement jusqu'à 50. Alors, je n'ai pas du temps à des échecs nécessaires, je n'ai pas du temps pour des fausses couches dues à des problèmes.
vraiment pour ce groupe de patientes, le premier rendez-vous est très, très important pour vérifier qu'on sera dans des conditions idéales, spécialement au niveau de l'utérus, et vérifier que vraiment on peut réussir rapidement, vu qu'il y a un temps limité pour y arriver. Bien sûr, chez nous, on a soit sur un don d'embryon, soit sur un double don classique, des embryons et des donneurs d'origine africaine. Heureusement, le délai est très court et parfois, en même temps où on fait tous les examens qui nous manquent, on peut déjà faire le programme de stimulation sur la donneuse, le donneur, ou déjà trouver ou choisir l'embryon qui a un bon matching au niveau de phénotype ou d'origine ethnique avec cette patiente. Mais je répète, dans ce groupe de patientes qu'on n'a pas trop du temps, vraiment, c'est très, très important de approfondir dans tous les petits détails avant d'une tentative et pas d'y aller directement. Et le deuxième problème, c'est bien sûr, dans l'origine africaine, ce sont les maladies de l'hémoglobine. Ça, on sait bien, thalassémie, etc. On doit toujours tester. Et chez nous, on teste systématiquement tous les donneurs d'origine africaine, justement pour éviter la naissance d'un bébé malade d'une maladie de l'hémoglobine qui est vraiment très, très typique dans la région méditerranéenne et spécialement dans l'origine africaine. Merci, docteur. On va lire la 20e question. Donc, bonsoir. Y a-t-il un minimum d'embryons garantis par FIV et FIV-DO dans la formule Baby Guarantee? Et quel est l'âge maximal des donneuses d'ovocytes? Oui, en Espagne, on peut dire c'est la loi. Je commence par les donneuses. Par loi, les donneuses sont entre 18 et 35 ans. Vraiment, nous, on est à côté de la zone universitaire de Barcelone et vraiment, vu que le choix des candidates et l'acceptation se fait chez nous, nous, on n'achète pas des ovules, on connaît parfaitement chacune des candidates et c'est Fertilab qui décide finalement c'est qui est accepté pour un traitement de don. On y fait très, très attention. Et je répète, même si la majorité des donneuses sont des étudiantes, en moyenne, l'âge nos donneuses acceptées est de 25 ans. Pour des donneuses plus âgées, à partir de 28-30 ans, ce sont toujours des donneuses à fertilité prouvée, soit des donneuses qu'elles-mêmes sont déjà tombées enceintes ou ont accouché facilement, soit des donneuses qui ont déjà fait un traitement précédent qui a donné des embryons de maximum qualité. Ça, du côté des donneuses. Du côté des patientes, je ne suis pas sûr de la question. C'était il y a un âge maximum ou les blastocystes garantis? Je ne t'entends pas, Esther. Oui, excusez-moi. C'était deux questions de la même personne. Y a-t-il un minimum d'embryons garantis par FIV et un FIV-DO dans la formule Baby Guarantee? Et quel est l'âge maximal des donneuses d'ovocytes? Alors, au niveau de Baby Guarantee, c'est la garantie de naissance. Vraiment, ce qu'on va garantir, c'est la naissance. Alors, vraiment, est-ce qu'il y a un minimum d'embryons? Mais vraiment, on fait toutes les tentatives dont on aura besoin jusqu'à la naissance. Bien sûr, c'est un programme aussi de remboursement. Ça veut dire que je pense qu'on n'y est presque jamais arrivé parce qu'on a toujours arrivé à donner la naissance. Mais bien sûr, dans le programme de garantie de naissance, le but, c'est pas garantir des embryons, c'est garantir la naissance. Alors, normalement, on a jusqu'à 3 stimulations. Ça, c'est le maximum qu'on a. 3 cycles de stimulation sur 3 donneuses. Normalement, à chaque stimulation des donneuses, on peut arriver à avoir 2, 3, 4 blastocystes. Et vous comprenez bien que si on fait 3 par 3, normalement, on n'arrive pas à faire 12, 13, 10 transferts. Normalement, on y arrive avant. C'est pourquoi je ne peux pas dire qu'il y a un minimum de blastocystes garantis. Il y en a plein. On pourrait en avoir plein si on en a besoin. Finalement, nous, on va garantir la naissance d'un bébé. Merci, docteur. La toute dernière question. Donc, quand est-ce que la préparation chez une femme ménopausée est-elle commencée pour une FIV avec don d'ovocytes? Quand est-ce que la préparation est commencée? Mais vu que les patientes en ménopause, malheureusement, ne peuvent pas profiter d'un cycle naturel et qu'elles seront toujours sur un cycle hormoné, on a 2 options. Dans ce groupe de patientes, on a la possibilité de faire un cycle synchronisé, un cycle synchrone, et de faire la préparation en même temps que la donneuse
va faire la ponction parce qu'on peut commencer n'importe quand, on peut décaler la date des contrôles, on peut décaler la date du transfert. C'est un cycle complètement contrôlé. Alors vraiment, pour ce groupe en ménopause qui sont sous substitution hormonale, il y a toujours la possibilité de transférer le premier embryon, en fait. Mais parfois aussi, il y a des patients qui préfèrent tout congeler, congeler tous les embryons de la donneuse, garantir avant de se déplacer qu'il y a des embryons maximum qualité. Et dans ce groupe de patientes, vu qu'il n'y a plus de cycle, il n'y a plus de règles, c'est la patiente qui nous dise « Moi, j'aimerais bien le transfert le 19 novembre et je compte en arrière. » Alors, je sais que normalement, on doit commencer 3 semaines avant. Et si c'est le 19 novembre, fin octobre, encore, on va commencer la préparation. Il y aura une échographie 10 jours plus tard pour vérifier que tout est bien chez elle, chez son gynéco. Et puis, on peut déjà planifier la date du transfert et on peut même choisir la date. Vu que c'est un cycle contrôlé, on peut décider lundi, mardi, mercredi. C'est vraiment le traitement le plus confortable vu que c'est un cycle 100% contrôlé. Merci beaucoup, Dr. Alex Garcia Faura. Merci beaucoup, l'Association Maya, et merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation dans ce webinaire et de votre assistance jusqu'à la fin. N'hésitez pas de nous contacter à l'adresse mail que nous vous avons indiquée. Vous dire que ce webinaire est en train d'être enregistré et que nous vous enverrons le replay si vous le souhaitez pour ceux qui n'ont pas pu le voir en entier. Et comme ça, vous pourrez le voir complètement. Et donc, on vous souhaite une belle soirée à tous et à toutes. Et on reste à votre disposition pour un éventuel premier rendez-vous avec le docteur Garcia Faura. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.